Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée de l'édition du 3 novembre 2016. Nous recevons un ingénieur européen qui souhaite nous aider à implanter un parc éolien communautaire sur le territoire d'Amqui. Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes vous présente un service destiné aux personnes âgées. Vous êtes invité à vous joindre à la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia pour une manifestation à Rimouski. Le cours Jouer pour apprendre en petite enfance vous est offert en ligne gratuitement. Un appel est lancé pour un Québec en santé. Le service de raccompagnement Nez Rouge se pointe encore cette année. La Maison des familles et Actions bénévoles s'unissent pour divertir les aînés. La ressourcerie vous rappelle ses services et vous êtes invité à défier la vallée en plein air pour le mois de novembre. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. En octobre dernier, M. Gaëtan Ruet, maire d'Amqui, et M. Bernard Delville, président de la Fondation Kids and Wind en Belgique, présentaient à Pierre Arcan, ministre de l'Énergie du Québec, une méthodologie pour la création d'un parc éolien citoyen sur le territoire d'Amqui. Voici un petit documentaire qui vous explique le projet réalisé en Belgique, suivi de M. Delville puis de M. Ruet que nous avons reçu en studio. L'éolienne des enfants, en 2 mots, on a réussi à fédérer des enfants, à travers les parents, les grands-parents, etc., en disant on crée une coopérative, vous prenez des parts et vous serez propriétaire d'une grosse éolienne. Alors, le site des enfants appartient à un propriétaire terrien de la région qui ne souhaitait pas se défaire de son terrain. On a signé donc un bail amphithéotique de 40 ans et on lui paye chaque année un petit revenu. Nous sommes un projet citoyen. On veut que notre commune s'engage là-dedans. Nous sommes des communes pauvres. Il y a un gisement qui s'appelle le vent. On ne veut pas que ce soit de l'investisseur étranger qui vienne l'exploiter.
Tous les calculs pour la rentabilité nous amènent à penser qu'il faut de 2000 parts de 100 euros. Ça représente un quart de l'investissement. Le reste est assuré par les banques et par les subsides de la région. Ça a fonctionné parce que c'est symbolique, ça interpelle autant l'adulte que l'enfant. Mais l'adulte trouve là-dedans un moyen de se projeter. C'est une projection, il achète pour la descendance. Et donc on a bouclé notre budget, 200 000 euros de fonds propres en un peu plus d'un an. L'enfant est un actionnaire. L'action lui appartient. Personne ne peut décider de la vente sans passer par un juge de paix. C'est mon papa qui me l'a offert à la Saint-Nicolas. Donc j'ai eu ma part. J'ai été la toute première à avoir signé, dans les premiers, avec Dédé. Donc c'est très fort comme système. Il y a un revenu de l'action dès le départ, de 3%, qu'on ne va pas distribuer tout de suite, on va le cumuler. Et à la 10e année, c'est aussi pour l'enfant une manière d'apprendre à économiser, à comprendre la valeur de l'économie. Hein, aussi apprendre que de l'argent ne rapporte pas des sommes d'argent colossales. Moi aussi, je pensais que ce serait bien que j'ai une paire de l'éolienne parce que j'adorais les éoliennes. Et on avait fait un reportage aussi à l'école. Et pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime très fort. La coopérative est éthique, donc la loi la contraint à des dividendes inférieurs, limités à 6%. Et donc on veut que ce soit un projet à tout niveau, éducatif, économique. C'est incroyable comme eux se déclinent. Écologie, enfance, éducation, environnement, énergie, tu peux le décliner à plein de sauces. Voilà un morceau de la future fresque. Amener les enfants à comprendre les enjeux liés à l'utilisation et à la production d'énergie, les sensibiliser à l'alternative éolienne, cette douce énergie sans cesse renouvelable, tel est le but poursuivi par Allons en vent.
Mais la coopérative ne veut pas s'arrêter là et imagine déjà de donner au projet une dimension européenne. Ben, l'idée, c'est de reproduire ce qu'on a fait. On a réussi, donc il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas ailleurs, et qu'on le réussisse de la même manière. Ça veut dire qu'on a fait une coopérative qui est autonome, qui est ficelée autour du projet, qui ne fera pas d'autre chose, qui a une grande visibilité pour les gens qui mettent de l'argent dedans. Pas de confusion. Donc il est hors de question de faire une espèce de multinationale d'éoliennes d'enfants, ce qui serait très douteux. Il faut de la clarté. Il y a 25 pays européens. Si on met 2 machines de 2 MW par pays, ce qui est tout à fait réaliste, ça ferait 100 MW installés, égale 100 000 enfants européens intermêlés à travers un réseau, etc., etc. Alors, on va constituer un GIE, groupe d'intérêt économique, ça existe au niveau européen, ça a un statut devant notaire, hein. Et ce GIE, c'est un club. Et ce club, on va donc lancer des appels à candidature, mais c'est ouvert à même des associations qui ont envie de se constituer. Sinon, on se dénie nous-mêmes. On est parti de rien du tout, on a constitué un groupe. Donc, pourvu que ces gens disent, ben, on a envie de votre expertise, de savoir comment on fait, et à ce moment-là, nous, on joue le ciment du mur européen d'éoliennes. Monsieur Delville, vous êtes de passage chez nous parce que vous avez un projet pour la Matapédia. Mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est fait chez vous en rapport avec l'éolien. Ben, tout simplement, il y a une quinzaine d'années, moi j'ai pris la décision d'être moi-même développeur de projet avec quelques amis, parce qu'on était sollicité par des privés qui venaient finalement séquestrer notre propre vent. Le vent, il est gratuit, il souffle au-dessus de notre tête et on veut pouvoir le contrôler nous-mêmes. Et donc on a monté une société qui s'est appelée Vendouillet. Houillet, c'est le nom de ma ville. Donc c'est un jeu de mots, les Vendouillets. Et Vendouillet a commencé à faire du développement de projets. Et très rapidement, on a eu des permis. À l'époque, c'était assez facile. Et on a décidé de construire une première éolienne financée par des fonds européens. On a reçu un cadeau. Hein. Et la deuxième éolienne, immédiatement, on s'est dit, on va la construire avec comme propriétaire uniquement des enfants. On a créé une structure qu'on appelle coopérative, qui a fait une souscription publique, lancé 2000 parts de 100 €, et c'est parti comme des petits pains, parce que les grands-parents, les parents, les parrains, marraines, hein, au point qu'à la première assemblée générale, je dis toujours ça en rigolant, sur le parking, c'était rien que des landaux. Tous des propriétaires, tous des futurs propriétaires. Des bébés. Et ma petite fille, qui a été actionnaire, alors qu'elle est toujours dans le ventre elle était toujours dans le ventre de sa maman, et qui a aujourd'hui 14 ans, était la première coopératrice intra-utérienne au monde. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des profits déjà qui sont générés? Oui, croyez-moi, s'il y a des gens ici qui construisent de l'éolien, c'est parce qu'il y a des revenus. Donc ici, les enfants regroupés dans une structure qui peut faire l'appel d'offres, parce que là, on a l'autorisation de faire l'appel public à l'épargne, eh bien, il y a évidemment des revenus. Et alors, on a décidé de limiter les revenus, la distribution de dividendes, de la limiter à 2-3%, pour qu'ils aient le goût quand même d'un petit succès.
hein, mais le reste des profits doit être finalement utilisé pour le bien de l'enfance. Hein, aide aux enfants plus défavorisés, des avantages en nature sur l'achat de livres pour les petits coopérateurs, etc., etc. Alors c'est un projet qui a bien marché, très très bien marché, qu'on a reproduit au Danemark, qu'on a reproduit en France. En France, on vient d'inaugurer en juillet l'éolienne des enfants. En Belgique, elle date déjà de 2006, ça fait 10 ans. Hein. Et donc, comment j'ai atterri à Amqui? Ben, c'est avec ce projet en tête. C'est M. Ruet qui vous a approché pour pouvoir refaire un projet comme ça ici? Ben oui, c'est une grande découverte parce qu'on reçoit un jour un mail d'un certain Gaëtan Ruet, maire d'Amqui, et les gens chez moi me disent, mais Bernard, on a trouvé ton clone. Hein. C'est le même dynamisme, c'est la même folie, c'est la même... On a trouvé ton clone. Donc moi j'ai tout de suite répondu, et ça, de fil en aiguille, tout de suite la relation s'est établie. Il m'a proposé d'aller là-bas en Gaspésie. J'ai dit, ben non, moi je ne vais pas au Québec maintenant. Je ne vais pas aller voir des choses qui ne sont pas encore faites. Venez plutôt voir ce qu'on fait. Comme ça, on va vous charger. Hein, on va bien vous charger. Et alors, ils sont rentrés. Et alors, on est resté en rapport pendant 7 ans maintenant. Et moi, toujours frétillant en disant, mais Gaëtan, qu'est-ce qu'on vient faire une éolienne d'enfants à Amqui? Mais ici, vous savez, il y a quand même un enjeu politique majeur, c'est pas simple. Vous avez un gros Hydro-Québec, gros producteur qui produit même presque trop, etc. Donc c'est difficile, mais apparemment il y a des ouvertures maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu. On devait rencontrer le ministre Arcan, ben, comme il était fort indisposé, non disponible par une commission parlementaire. Voilà, commission parlementaire. On a vu son attaché de cabinet et on a posé cruellement et crûment la question est-ce qu'on peut construire, oui ou non, nos éoliennes à Amqui? Donc on est en négociation. Okay. Donc on ne peut pas savoir quand ce projet pourrait se réaliser. Le plus vite possible. Et vous allez être vous-même sur le projet avec une équipe? Comment ça va fonctionner? Ben, pour monter un projet, on commence... Bon, le concept, il est là, on sait exactement ce qu'on veut faire. On veut 3 machines, une pour la ville d'Amqui, une pour les parents et une pour les enfants. Voilà, 3 machines. Alors, comment va-t-on faire? Ben, il faut faire le développement, c'est-à-dire obtenir les autorisations, avoir les terrains, les raccordements, le business plan, négocier avec le fabricant. Tout ça, c'est du capital à risque. On est prêt, nous, avec ma fondation Kids and Wind et la ville d'Amqui, je pense qu'on est prêt à porter ce risque. On va évidemment évaluer la perspective du succès, mais on va porter le risque. Et une fois qu'on a obtenu les autorisations le plus vite possible, s'il vous plaît, hein, parce que moi j'ai l'âge de mes artères, donc j'ai pas envie que ça traîne. Hein, et donc, quelque part, une fois qu'on a le permis, on passe à la seconde phase, c'est trouver le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, ce sera la ville d'Amqui et les coopératives qu'on mettra en place. Et qu'est-ce que ces 3 associés vont faire? Ben, ils vont trouver les finances. Mais moi, je peux vous dire très clairement, et ça c'est à l'intention de tous vos téléspectateurs, l'argent, il y en a. Et si on a un bon projet, c'est pas un problème de trouver l'argent. On va faire appel à tous les parents de la zone, de Matapédia, mais allez-y, prenez des parts de $100 pour vos gamins, hein, et on va rapidement réunir nos fonds propres. À ce moment-là, la banque va venir nous soutenir, et hop, c'est parti. Hein, donc, moi, je crois que on l'a réussi. Alors, le petit film, j'ai un petit film là, de 16 minutes qui vaut vraiment la peine d'être vu, parce qu'il explique comment on l'a fait. C'est-à-dire partant de rien du tout, pas 1 euro. Simplement la volonté de quelques-uns, la motivation, l'engouement des parents, de tout le monde, et ça se termine par une grande fête. Alors, Amqui, c'est là où on s'amuse. Oui. Ben, je pense que vous allez vous amuser. Hein? Vous avez bien retenu le message. Merci beaucoup d'être de passage chez nous et de développer notre beau territoire. Merci. Merci. Voilà. Monsieur Ruet, vous nous avez amené de la grande visite ici à Amqui, en direct de la Belgique. Expliquez-moi comment vous avez fait pour trouver Monsieur Delville. C'est tout un concours de circonstances. Hein. Comme vous le savez, je m'implique dans plusieurs dossiers à la fois. Donc, ça m'amène à avoir des communications avec plein de gens. Et entre autres, cette opportunité-là est venue via la prise de position de la ville d'Amqui versus
la fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly 2. Nous, on a été la première ville au Québec à adopter une résolution. Ça m'a amené à être en lien avec un ex-ministre de l'Environnement connu au Québec, là, Daniel Breton, qui est venu à Amkoui à un moment donné. Puis il m'a fait rencontrer des gens. Puis parmi ces gens-là, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que vous pourriez adopter une résolution pour faire fermer la centrale Gentilly 2. Puis dans le groupe, il y avait un type qui s'appelait Philippe Giraud, qui était un Belge. Puis je parlais à Philippe de toutes sortes de choses, des projets qui me trottaient en tête, de faire un projet de développement éolien citoyen. Fait qu'un jour, il me dit, va voir tel site, en parlant du site des Vents du Houillet, clique là-dessus. Alors, je clique sur ce site-là, et là, je regarde, hey, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accroche. Il me semble que ça va vraiment dans ma ligne de pensée. Qui est à la tête de ça? Alors, je fouille d'un pan, je vois un portrait d'un homme que nous avons ici à Amkoui aujourd'hui, Bernard Delville. Alors, c'est quoi son adresse Internet? Je la trouve sur le site, envoie un courriel pour voir si ça va mordre, et tout d'un coup, hop, ça mord. OK? J'attrape un gros poisson. Et là, on échange, et puis, comme il a expliqué dans sa propre entrevue, il a dit, non, moi, je ne vais pas au Québec si vous venez pas ici avant. Fait qu'on est allé là, il y a 7 ans passés. Moi et notre directeur de développement économique, Antonin Michaud, il nous a organisé une semaine de visite de toutes sortes de choses plus fascinantes les unes que les autres. Bien entendu, le projet du vent des enfants à Le Houillet, l'éolienne des enfants avec au pied de l'éolienne un parvis sur lequel il y a 850 ou 900 petites mains, les prénoms. C'est quelque chose d'incroyable. L'éolienne appartient aux enfants. Et après l'éolienne, il y a un compteur, ça montre, moi je disais que c'est le nombre d'euros qui tombent dans le compte de banque, alors que des fois, à la télévision, on nous montre des compteurs qui montrent la dette qui s'accumule. Alors là, au contraire, c'était l'avoir qui s'accumulait. Parce que quand ça tourne, ça fait de l'énergie, ça fait des euros. Alors, de là est partie l'affaire, mais c'était une longue suite de démarches pour, comme on sait, comme il l'a dit un peu tantôt, on est dans une situation de monopole au Québec. Le producteur, le distributeur, c'est Hydro-Québec. Puis son patron, c'est le gouvernement du Québec. Fait que nous, on a fait par la suite des démarches politiques. Moi et Antonin, on est allés rencontrer Mme Nathalie Normando, qui nous a accueillis. On a parlé de ça. On était sur le point de conclure une entente pour faire un projet pilote, comme on veut le faire encore aujourd'hui, qu'on n'a toujours pas fait. Et Mme Normando, elle a été mutée dans un autre ministère. Alors là, vous savez, quand ça change de ministre, ça change les attachés politiques, c'est tout le tralala. Ça ne peut pas se faire dans 48 heures, tu remarques, puis que ce que la ministre précédente avait mis en processus de faire, celui qui prend la relève peut aussi bien tout tasser ça de côté, puis faire à sa tête, faire d'autres choses. Fait que ça a pris un certain temps, excusez-moi, d'aller de l'avant avec reconstituer les contacts politiques. Puis finalement, on s'est retrouvé qu'on est tombé sur le régime d'un autre gouvernement, de Mme Maline Marois. Alors, on fait des démarches avec Mme Martine Ouellette, ministre de l'Énergie, avec son attaché qui était responsable, M. Paquette, qui venait d'Hydro-Québec, un ingénieur, qui nous a accordé 1 heure. On s'attendait d'avoir des choses. Je pense qu'il y a des choses qui ont servi au dernier appel d'offres qui a permis d'avoir des projets à 50 minimum communautaires. Je crois que nous avons contribué à l'influencer à ce moment-là. Mais on n'a pas pu arriver à quelque chose parce que le gouvernement était là que 18 mois. Et là, après, revient le gouvernement avec M. Couillard et un autre ministre de l'Énergie, M. Pierre Arcan. Et là, à partir de ce moment-là, je travaille très fort pour obtenir un rendez-vous parce que je sais que tout passe par là. Je ne peux pas faire venir Bernard et dire, écoute, Bernard, on va faire un projet. Ça ne marche pas de même. Il faut qu'on aille chercher un aval politique qui est le gouvernement, devant une situation de surplus, a décidé de mettre un frein au développement éolien tant que le surplus excédentaire d'énergie produite par Hydro-Québec ne sera pas revenu à 2,5 % et moins. Et là, ils ne sont pas dans cette situation-là. Fait qu'ils ne veulent pas faire 1 mégawatt de plus. C'est une grosse démarche. Donc, Bernard m'a dit, moi, je pourrais venir à la mi-octobre. Fait que je me tourne, j'ai dit, bon, vous voulez nous donner un rendez-vous, est-ce que vous pouvez le placer vers la semaine de la mi-octobre? Fait que là, il nous propose une date, le 18. On a presque échappé cette date-là, parce que là, il y a la fameuse commission parlementaire où M. Arcan doit être présent presque à tous les instants concernant la loi 106. Alors ça, là, on me dit, là, ça change, parce que là, il va tomber en commission parlementaire, il ne pourra pas.
Puis finalement, j'ai dit, là, il y a les billets d'avion d'acheter, on avait tout un programme de montée. Fait que les compromis qu'ils nous ont fait, ben vous allez au moins rencontrer le chef de cabinet, M. François Aymon, l'attaché politique Guillaume Demers, je crois, qui est l'attaché politique responsable à l'énergie. Vous allez rencontrer au moins ces personnes-là, mais finalement, on n'a rencontré que M. François Aymon. Monsieur le ministre de l'Énergie, Pierre Arcan, devait venir nous rencontrer. Il avait dit, si je peux me libérer, je vais monter vous saluer, je vais vous parler peut-être en 15-20 minutes, une demi-heure avec vous autres, mais finalement, il n'a même pas pu faire ça. Mais en sortant du bureau, monsieur le chef de cabinet qui échangeait des fois avec sa tablette, là, avec monsieur Arcan qui était dans la commission parlementaire, il disait, là, monsieur Arcan va vous appeler. Il y a quelqu'un qui va vous appeler, il veut faire un échange avec vous. Il vient à Rivière-du-Loup prochainement, je crois le 2 novembre. Et Hydro-Québec doit annoncer quel est l'état de ses surplus le 1er novembre. On sait qu'Hydro-Québec travaille très fort pour obtenir des gros contrats de production, de livraison d'énergie avec probablement l'Ontario. On sait qu'en Nouvelle-Angleterre, ils ont un gros projet. Puis, d'après ce qu'on a su, ils travaillent pour essayer d'attirer au Québec des grandes entreprises qui sont dans le domaine de l'accumulation de données, la gestion des gros centres de données là, en nuage. Alors, ça c'est très énergivore. Ça crée des emplois en même temps. Fait qu'il se pourrait qu'on ait des bonnes nouvelles, mais nous, on demande de faire une exception. C'est 9 mégawatts. 9 mégawatts, qu'est-ce que c'est sur une production de plus de 40 000 mégawatts pour le Québec? C'est même pas un millionième de leur production. Fait que, mais là, on va sur un nouveau concept parce que les gens qui s'en rappellent, au moment où on a lancé le développement éolien au Québec, on a dit c'est la cour des grands. Ça pourrait être dedans, ça. Il faut avoir des gros projets, des grosses compagnies qui ont des moyens, qui ont de l'argent. Fait que pour eux autres, faire des petits projets, c'était pas rentable. Ça ne devait pas avoir lieu. Alors, moi, les gens qui me connaissent savent qu'il y en a qui disent que j'ai été le premier maire à parler de développement éolien communautaire, développement éolien citoyen au Québec. Et finalement, on ne sera pas les derniers, mais il y en a plusieurs qui ont passé en avant de nous. Puis parmi ceux qui ont réussi, que je félicite grandement, c'est les gens de la MRC de Sorel qui ont obtenu un bloc de 25 mégawatts à produire et qu'on a été allé visiter le projet. 12 éoliennes sont en production dans la région de Sorel. Et eux, c'est à 100 propriété. Et ils ont un contrat ferme avec Hydro-Québec. Et combien vont-ils retirer les 12, je crois, municipalités de la MRC? 50 millions net. Pas 50 millions qui vont s'en aller à Enbridge dans l'Ouest ou au fond des professeurs de l'Ontario, le Teachers Fund, ou à la grande entreprise française qu'on appelle électrique, là, en tout cas. Donc, c'est ça qu'on veut, un projet comme ça, communautaire, qui va rapporter directement à notre communauté. Oui, c'est notre vent, là, comme M. Bernard l'expliquait tantôt. Le vent qui nous flotte au-dessus de la tête, c'est la même air qu'on respire, c'est un bien commun. On dit on veut créer de la richesse, il faut créer de la richesse pour avoir des moyens pour l'éducation, les soins de santé, ici et ça. Mais dans la réalité, on tient deux discours parce que les lobbyistes en arrière travaillent pour amener les gouvernements à accepter leurs gros projets. Mais des gros projets qui sont avec des financiers d'ailleurs, avec des propriétaires d'ailleurs, puis qui viennent chercher des crédits carbone parce qu'ils sont dans le pétrole, parce qu'ils sont là-dessus. C'est démentiel si on veut vraiment faire en sorte que l'histoire du 2 Québec dans un se rapetisse, qu'on soit de plus en plus un seul Québec avec un même niveau de qualité de vie un peu partout dans toutes les régions. Il va falloir que la richesse, on permette d'y accéder. Il y a une façon d'y accéder, c'est pas la façon, c'est une façon. C'est de faire, entre autres, des projets communautaires, des projets citoyens. Ça veut dire de propriété collective. Et c'est fort quand on se met ensemble. Mais quand on nous dit qu'on n'est pas capable, puis qu'on dit qu'on n'a pas l'argent, c'est faux. On est capable et on a l'argent quand on veut bien se décider de faire un projet de cette envergure-là. Et moi, je pense que si on met ça au monde, la ville d'Amqui, ça va lui permettre d'avoir des capitaux propres pour pouvoir faire attirer chez elle des promoteurs, des entrepreneurs. Ça va permettre de prendre des gens d'ici qui vont se former ailleurs ou qui sont déjà ailleurs ou qui sont même ici, qui aimeraient partir leur entreprise puis qui aimeraient avoir une possibilité d'avoir accès à de l'argent où on va gager sur des gens qu'on connaît parce qu'en affaires, on peut faire toutes sortes de choses, mais ça revient toujours à bâtir sur la confiance. Alors, quand on est entre nous, c'est la fille de, c'est le fils de, c'est les gens de chez nous, on les connaît. Alors, notre risque n'est pas le même. On gage sur des personnes qu'on connaît. Alors, moi, je veux que la ville d'Amqui puisse avoir des moyens
d'accentuer son développement, parce que quand on va en pèlerinage, soit à Québec ou Ottawa, c'est pas un seul pèlerinage, c'est pas le miracle au premier pèlerinage. Ça nous prend des lunes et des lunes pour arriver à quelque chose. Mais si on a l'argent direct qui est court-circuité, qui tombe dans nos propres fonds bancaires, ben je vais vous dire que ça va aller plus vite. On va se réunir, puis ça ne prendra pas des assemblées pour pouvoir décider qu'on va avec tel projet ou tel autre. Ça fait qu'on va accentuer le développement. Le CEMEC ici, là, c'est incroyable. Là. Si le CEMEC pourrait avoir une source de revenus récurrents, il pourrait donner encore plus d'aide aux étudiants qui pourraient venir. Puis peut-être en étant associé à ce projet-là, en faisant des projets avec leurs professeurs, les étudiants, pour faire des parties d'analyse sur le projet, se servir du site comme un site d'expérimentation et tout ce qu'on veut, là, ça pourrait peut-être les amener à avoir une formation spécialisée qui attirerait des jeunes qui viendraient dans dehors, qui viendraient rester avec nous. Et tout ça, il faut voir autrement. Puis le autrement, c'est d'abord en se faisant mutuellement confiance nous-mêmes et en passant nous-mêmes à l'action, en arrêtant d'attendre après Pierre Jean-Jacques pour se mettre en mode mouvement. Mais là, on a un homme qui a mis le mouvement chez lui et ça a fonctionné. Alors, ensemble, je pense qu'on va réussir et on va attendre des nouvelles autour du mois de novembre de M. Arcan. Ça, va être une première étape, mais je sais que votre suivi de ce dossier-là va nous aider grandement parce qu'il faut absolument qu'on permette à cette information-là de circuler. Et vous êtes un de nos médias les plus importants pour le faire et on vous en remercie. Le recyclage est une façon efficace de transformer un déchet en ressource. Grâce au travail des recycleurs, plastique, métal, verre et papier peuvent être transigés sur le marché des matières recyclées. Pour faciliter leur travail et rendre le recyclage encore plus efficace, je peux rincer convenablement mes contenants et enlever les couvercles, regrouper les sacs de plastique dans un sac, déposer uniquement les plastiques avec l'éco-logo dans mon bac. Évitez aussi de mettre des ordures dans le bac bleu, ça contamine les autres matières en plus de générer des odeurs désagréables pour les employés du centre de tri. Pour plus d'informations et d'autres astuces sur le recyclage, consultez le site Internet de votre MRC. Nous retrouvons maintenant Léonard du CAAP du Bas-Saint-Laurent pour vous présenter un projet pilote qu'ils ont réalisé. Léonard, rappelle-moi, c'est quoi le CAAP? Oui, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent. On est un organisme communautaire qui est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour assister, accompagner sur demande les gens qui veulent porter plainte et qui sont insatisfaits dans le fond des services qu'ils ont reçus dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et présentement, vous êtes à l'étude, vous faites un projet pilote pour les personnes âgées. Explique-moi, c'est quoi au juste? Oui. Alors, dans notre mandat, on peut accompagner les personnes aînées qui vivent en résidence s'ils ont des problématiques au niveau des normes et des critères dans leur résidence. Les résidences pour personnes aînées sont encadrées par des normes et des critères, par exemple pour la qualité de vie, au niveau du nombre de personnel requis, pour la sécurité des résidents. Si ces personnes-là veulent porter plainte parce qu'ils croient qu'une norme ou un critère n'a pas été respecté, on peut les accompagner au niveau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et services sociaux. Quand les gens voulaient porter plainte ou avaient une problématique au niveau de leur bail, par exemple, s'il y avait une hausse des tarifs au niveau des services, ou bien s'ils payaient pour des services qu'ils ne recevaient pas, on ne pouvait pas les accompagner, ça ne faisait pas partie de notre mandat. Donc, on les référait à la Régie du logement. Mais depuis janvier, on est 2 CAP à expérimenter un projet pilote pour les accompagner aussi dans ce volet-là. Donc, il y a le CAP Saguenay-Lac-Saint-Jean et le CAP Bas-Saint-Laurent. On va premièrement informer la personne ou on va faire des séances d'information collectives dans les résidences pour informer les résidents sur leurs droits, puis sur ce qu'ils ont à faire aussi là, pour respecter les normes. Puis on peut les aider à documenter leur dossier, à faire la rédaction de lettres dans cette démarche-là. On peut les accompagner aussi s'il y a une rencontre avec leur propriétaire pour essayer de négocier, de trouver une solution à leur problème. Terrain d'entente. Un terrain d'entente, c'est ça. Puis s'ils veulent avoir un recours à la Régie du logement,
on va les accompagner dans cette démarche-là, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Okay. C'est un projet pilote, donc officiellement, ça se termine à la fin décembre. C'est sûr qu'on va faire un rapport là, sur nos résultats, un plan d'action, puis on va recommander que ce projet-là soit étendu à toutes les régions là, pour pouvoir offrir le service par la suite. Mais on va voir ce qu'il y en a là ensuite. En tout cas, la Régie du logement devait être assez contente que vous embarquiez dans ce projet-là. Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes jusqu'à maintenant? Oui, on en a eu, puis souvent c'est des résidents qu'on accompagnait au niveau des normes et des critères au commissaire à la qualité des services qui avaient aussi des problèmes au niveau de leur bail, donc on peut faire les deux volets en même temps. On a aussi des clients que c'est juste pour le bail, là, mais oui, on a des demandes. Alors, si quelqu'un a une problématique à ce niveau-là, ils peuvent vous contacter? Oui, il y a le numéro sans frais, 1-877-767-2227. On se déplace partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, donc on se rend chez les gens là, pour être le plus accessible possible. On a un site internet aussi, www.caapbsl.org, et une page Facebook là, si les gens veulent nous suivre et nous contacter. Merci beaucoup, Léonard. Bien, merci à vous. Les 8 et 9 novembre prochains, les organismes de la Matapédia, mais aussi du Bas-Saint-Laurent, se mobilisent pour pouvoir avoir plus de services pour la population. Les 8 et 9 novembre prochains, il va se passer quelque chose ici et aussi à Rimouski. Là, on va commencer par ici. Il va y avoir des changements pour les organismes communautaires, pour les services, entre autres. Est-ce qu'on peut parler de la soupe populaire, par exemple? Oui, le 8 novembre, dans le fond, nous, c'est vraiment 2 journées où ce que ça va être pour revendiquer, point de vue, notre financement, nos autonomies et la justice sociale. Fait que c'est vraiment en collaboration avec ça. Et le 8 novembre, lors de la soupe populaire, je tiens à aviser toute la population qui vient à la soupe qu'elle va avoir lieu, mais dehors. Ça ne sera pas à l'intérieur, ça va être vraiment à l'extérieur où ce que la soupe vous sera servie. Et suite à ça, il y aura des fresques faites par les organismes communautaires sur des têtes d'oreiller, la grandeur des têtes d'oreiller qu'on va tout assembler ensemble par la suite pour être capable de faire une grosse affiche que nous, on va transporter avec nous autres le lendemain lors de l'activité du 9 qui aura lieu à Rimouski, point de vue régional. Et puis le 9 novembre, qu'est-ce qui va se passer en plus de la fresque que vous allez amener? Le 9 novembre, on travaille tout le monde ensemble pour faire un procès au gouvernement avec les ministres en lien avec tous nos bailleurs de fonds. Fait qu'à partir de là, on va tout faire cette mise en scène-là. Et par la suite, il va y avoir une marche centre-ville de Rimouski. Et on devrait avoir, je ne veux pas tout vous vendre le punch parce qu'il va y avoir des belles surprises, là. La Sûreté du Québec devrait être impliquée avec nous pour nos ministres. Fait que c'est ça, à vous d'imaginer qu'est-ce qui va se passer. Mais on s'en va après ça, on va faire une marche. Et tout ça se déroule de 11h30 à 14h dans le centre-ville de Rimouski. Et on va être à la place des vétérans. Fait qu'on invite tout le monde à nous accompagner finalement, à venir revendiquer avec nous pour notre financement, la justice sociale. Et s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations pour savoir comment ça se passe, tout ça, est-ce qu'ils peuvent vous contacter ici? Oui, ils peuvent contacter la CDC. Vous pouvez communiquer aussi avec les organismes avec lesquels que vous êtes habitués d'aller faire un tour ou d'avoir des services. Tout le monde est au courant des activités qui s'en viennent parce que on veut le plus possible de monter des gens de la Matapédia à Rimouski. Fait qu'on a besoin de tout le monde. Merci beaucoup et amusez-vous bien quand même. Merci. Heureusement, la gratuité existe encore de nos jours, comme par exemple le cours « Jouer pour apprendre en petite enfance » offert gratuitement en ligne par l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un cours ouvert à tous. Que vous soyez parents, grands-parents, éducatrices ou éducateurs, vous êtes invités à découvrir l'univers de jeu de l'enfant d'âge préscolaire. Le début des cours est le 7 novembre pour une durée de 5 semaines en y consacrant 3 heures par jour. Pour vous inscrire, rendez-vous à www.uqtr.ca, cliquez sur « Cours en ligne ouvert aux masses », puis cliquez sur « Créer votre profil ».
Le jeu est considéré comme essentiel au développement de l'être humain et spécifiquement lors de la petite enfance. Lors de ce MOOC, différents thèmes liés au jeu chez les jeunes enfants seront abordés. Que vous soyez parents, grands-parents, éducateurs en service de garde ou tout simplement intéressés par le développement de l'enfant, ce MOOC est pour vous. Nous souhaitons évidemment ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et la meilleure façon de les éduquer, c'est encore par l'exemple. Le Regroupement pour un Québec en santé veut vous aider dans cette mission. Les organismes sont invités à donner leur appui à ce regroupement. Le 10 novembre prochain, une représentante de ce regroupement viendra visiter les organismes de la Matapédia. Si votre organisation souhaite sa visite pour mieux connaître ce regroupement, vous êtes invité à communiquer avec Alison Bourgault, agente régionale d'accompagnement pour la démarche Cosmos, au 88 724 6440, poste 226. Opération Nez Rouge sera de retour dans la Matapédia. Et si vous n'avez pas encore fait de raccompagnement, eh bien, c'est le temps de le faire. Alexis, est-ce que toi, tu peux me parler plus au niveau des bénévoles? Comment on fait pour pouvoir s'inscrire? Bien, pour s'inscrire à Opération Nez Rouge, il faut bien sûr... ce qu'on demande aux gens, c'est s'inscrire à des dates précises. C'est certain que si quelqu'un veut faire les 8 soirs d'Opération Nez Rouge, on va le prendre. Là. On est très ouvert à ça. Mais dans le fond, pour s'inscrire, il faut aller sur le site Internet d'Opération Nez Rouge, qui est le www.opérationnezrouge.com. Je n'étais pas sûr entre .com puis .ca. Dans le fond, pour s'inscrire, les gens s'inscrivent... On demande aux gens... C'est pas obligatoire, mais c'est quand même pratique de s'inscrire par Internet. Donc, les gens peuvent s'inscrire et aller tout remplir le formulaire. Il faut qu'ils s'ouvrent un compte, puis ensuite, ils remplissent toutes les données. Par la suite, là, quand tout va bien, quand on a toute l'information, eux autres vont recevoir le document. Puis là, il faut qu'ils l'impriment pour le signer, parce que ça nous prend quand même une signature officielle. Mais entre les deux, dans le fond, là, nous, on va déjà avoir de l'information. Fait que les gens peuvent après ça s'inscrire dans le formulaire avec des dates. Fait que dans le fond, les dates d'Opération Nez Rouge, cette année, notre Opération Nez Rouge, ça commence le 25 de novembre. Donc, vendredi le 25, c'est tous les 4 vendredis et les 4 samedis avant Noël. Donc, le 25, là, je regarde ma feuille pour être sûr, le 25, 26 novembre, 2, 3, 9, 10 et 16, 17 décembre. Donc, les gens s'inscrivent. Et là, s'ils veulent s'inscrire avec des gens qu'ils connaissent, pour être en équipe avec des gens qu'on connaît, parce que c'est des équipes de 3 personnes. Dans le fond, on a à peu près 4 rôles qui sont disponibles au niveau de l'Opération Nez Rouge. On a le chauffeur, qui est la personne qui embarque dans l'auto du client, de la personne qui appelle pour Opération Nez Rouge. On a le partenaire, qui est la personne qui va embarquer aussi dans le véhicule avec le chauffeur et les personnes à raccompagner pour s'assurer que tout va bien. Et on a l'escorte motorisée, qui est la personne qui va prendre un autre véhicule, son véhicule ou quelqu'un de l'équipe, pour amener, dans le fond, amener l'équipe à la voiture de la personne qui appelle et ramener l'équipe après à la centrale ou à la prochaine endroit. Ouais. Fait que dans le fond, ces gens-là, les gens, donc, il faut qu'ils s'inscrivent avant parce que nous, on a des vérifications d'antécédents à faire parce qu'il y a certains antécédents que les gens ne peuvent pas faire Nez Rouge ou qu'ils ont certains rôles qui sont à vérifier. Par exemple, pour être chauffeur, il faut avoir 21 ans et plus. Pour être escorte motorisée, il faut avoir un permis de conduire. Okay. Puis, des petits détails comme ça. Quand on est chauffeur aussi, ça prend un permis de conduire, c'est certain. C'est 16 ans et plus pour faire Opération Nez Rouge. Donc, c'est un peu ça, là. Et le 4e rôle, je n'ai pas parlé, bien sûr, on a des rôles en centrale aussi. On a un rôle de téléphoniste. Des gens qui voudraient être téléphonistes, ils seraient quand même aussi on est quand même aussi disposés à en prendre parce qu'on a besoin de gens aussi qui prennent les appels à la centrale. OK. Et est-ce que c'est possible de s'inscrire autrement que sur Internet? Parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas nécessairement Internet chez eux. Bien, d'ailleurs, en effet, il y a des formulaires papier qui sont disponibles aussi dans les réceptions des CLSC sur le territoire ainsi qu'au niveau du CEMEC. Fait que s'il y a des gens qui veulent pas ou qui n'ont pas Internet, ça se peut, puis qui ont le goût de faire Opération Nez Rouge, ils peuvent venir le remplir, il n'y a pas de problème. Il faut aussi, à ce moment-là, qu'ils nous le renvoient là, pour avoir une signature, parce que pour faire des vérification d'antécédents, des choses comme ça, ça nous prend quand même une signature officielle là, pour que les gens acceptent. Il faut dire aussi que c'est une belle aventure, Nez Rouge, là, comme expérience là, pour les bénévoles. Ah ben oui, c'est toute une aventure. C'est quelque chose qui est mémorable pour tout le monde. Autant pour les bénévoles qui font Opération Nez Rouge que pour les gens qui se font raccompagner. Cette année, le slogan de la campagne, c'est « À vos côtés pour bien rentrer ». Donc, c'est justement de dire on est là pour...
que les gens puissent se sentir en sécurité. On augmente la sécurité routière en faisant l'opération Nez Rouge. Puis en même temps, ben, on s'assure que tout le monde a du plaisir là-dedans parce que s'il y a les gens qui font opération Nez Rouge souvent reviennent parce qu'ils ont eu une belle expérience. C'est une expérience qui est agréable. C'est certain que si quelqu'un s'inscrit tout seul, il va avoir une belle expérience agréable aussi, mais c'est encore plus agréable en groupe. Tu sais, quand tu fais une équipe avec des gens que tu connais, c'est toujours plus agréable que quand t'es avec... Tu peux faire des super belles rencontres avec des inconnus, mais c'est sûr, quand tu es avec des amis, on a encore plus de plaisir. Alors, on invite toute la population à s'inscrire et on va aller voir le petit vidéo promotionnel de cette année. Merci beaucoup. Pour montrer l'efficacité de ces bénévoles, l'Opération Nez Rouge leur a préparé un parcours surprise. Trouvez d'abord votre client. Début trentaine, blanc, porte des lunettes. Est-ce qu'un reine est considéré comme un homme? Petit détail, ses clés d'auto sont tombées dans la neige. Et maintenant, raccompagnez-le à la maison. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Marie-Pierre, dis-moi pourquoi tu as accepté la présidence d'honneur. Je suis très heureuse d'accepter la présidence d'honneur d'Opération Nez Rouge 2016. DVM Construction Inc. est également aussi très heureux d'être associé et d'appuyer cette cause-là qui permet de sécuriser les routes de la région là, durant le temps des fêtes. C'est un beau lien aussi avec l'entreprise. Ça va être quoi ton implication là, pour Opération Nez Rouge cette année? Moi, c'est vraiment mon but de sensibiliser les jeunes, les adultes aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies sur les routes. Je m'implique aussi beaucoup au niveau des soirées. Là, je vais faire des raccompagnements là, pour la première fois, puis je suis vraiment contente. Oui. Okay, tu l'as jamais fait encore? Non, c'est une première fois, puis je vais essayer d'aller chercher des commanditaires, puis essayer de trouver des bénévoles le plus possible pour faire de l'événement un succès. Là. Oui. Et dis-moi, les jours là, que les gens vont pouvoir appeler, c'est à quel numéro qu'ils vont devoir appeler? Oui, le numéro de téléphone, c'est le 418-629-1212. Puis rappelons que c'est pas nécessaire d'avoir consommé de l'alcool pour contacter Opération Nez Rouge. Là, juste la fatigue, c'est une bonne raison de nous contacter. Alors, je te souhaite une super expérience et puis plein de monde pour t'accompagner, pour les raccompagnements. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. Tous les lundis après-midi jusqu'à la fin novembre, dès 13h30, vous êtes invités au Centre d'action bénévole pour pouvoir venir chanter et danser en compagnie de Pierrette Rioux. Gemma, on va parler de ce qui s'en vient pour le mois de novembre à la Maison des familles pour les proches aidants. C'est quoi au juste qui s'en vient? Un journal? Les techniques du journal créatif avec Pierre-Paul Roy, qui a fait quelques conférences sur le deuil, la prévention du deuil. Donc, il est certifié pour donner un atelier sur les techniques du journal créatif qui va être présenté comme un outil de prévention au niveau de la santé mentale et pour faire face aux changements dans notre vie. Donc, les deuils, toutes sortes de deuils. Et il va utiliser les techniques du journal créatif, donc également du dessin, des mandalas. C'est le 8 novembre au Club des 50 ans et plus à Saint-Noël. Et puis, il nous reste environ 4 places disponibles. C'est toute la journée de 9h à 16h. Okay. Sinon, on a des ateliers de créativité un mercredi sur 2. Le prochain atelier cette semaine, c'est la création de capteurs de rêve. Et on a un groupe mixte, hommes et femmes, et les gens décident du sujet à l'heure du jour. Alors, à chaque 2 semaines, on a un nouveau projet. C'est dans le but de donner du répit aux proches aidants, d'aînés. Donc, les aidants et les aidés sont les bienvenus à nos activités. Les deux ensemble, ils peuvent venir ensemble? Oui. On a l'atelier de musique, on pourra en reparler plus tard. C'est tous les lundis après-midi. On en entend un petit peu, un petit essai. Et en plus des lundis, comme on vit présentement, il y a les jeudis aussi. Oui, alors on a une activité, un dîner, rencontre, conférence avec un conte et ça se déroule à l'Hôtel Gagnon le 30 novembre. C'est le dernier avant Noël. Les gens sont les bienvenus. Il y a 2 façons de participer, soit s'inscrire auprès du Centre d'action bénévole. Et pour les proches aidants et aidés, c'est gratuit. On s'inscrit à la Maison des familles. C'est de 10h à 2h environ. Et c'est à l'Hôtel Gagnon à Amqui, le 30 novembre. Et Gemma, ici, on est en train de vivre au Centre d'action bénévole un après-midi qui a lieu à tous les lundis. Explique-moi, c'est quoi au juste?
C'est un atelier de musique et chansons traditionnelles. C'est l'après-midi, le lundi, tous les lundis après-midi jusqu'au 28 novembre inclusivement. C'est gratuit, c'est pour les proches aidants d'aînés et les aînés. Et c'est avec Pierrette Rioux de la Comcouille au Saint-Léon. Et elle offre un répertoire de chansons traditionnelles et de musique aussi. Alors, les gens sont invités à participer en grand nombre. On a quand même une belle équipe, un beau groupe. Et les gens participent parce que c'est des chansons qu'ils connaissent de leur enfance ou de leur jeunesse. Alors, elle s'accompagne de la guitare, de l'harmonica, des cuillères de bois. Les gens peuvent apporter aussi un instrument de musique et participer. À date, on a pas mal de chanteurs qui sont très bien aussi. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou on peut arriver comme ça? On peut arriver comme ça. On peut aussi s'inscrire au 629-4904 ou au 629-4456. Et pour savoir toute la programmation à part de tout ça, est-ce qu'on peut aller sur Internet? Est-ce qu'il y a les coordonnées quelque part? Oui, alors il y a la page Facebook de la Maison des familles de la Matapédia et il y a un site Internet également de la Maison des familles. On peut également téléphoner au Centre d'action bénévole. Cet automne, on a plusieurs activités en collaboration avec le Centre d'action bénévole. Alors, on essaie de rejoindre un peu plus de personnes concernées là, par la prochaine danse. On peut appeler aux 2 endroits. Vous faites un beau duo, alors on va aller voir qu'est-ce qui se passe justement. Pour surveiller encore un grand vieux soir, un grand jour, quand la mer est belle, en bas pour nous pêcheurs, qui dans notre nacelle, l'avons avec ardeur, on haïssons les voiles, le ciel. Jacinthe, toi, tu viens ici pour accompagner les personnes. Dis-moi ce que tu fais au juste. Bien, dans le fond, quand les gens arrivent, on les accueille, on les amène à l'intérieur, offrir un petit café, on discute. Au début, il y a une petite partie de cartes, parce qu'il y en a qui aiment bien ça, jouer aux cartes, avec une petite demi-heure. Puis après ça, bien, la musique commence et le party. Et le party est starté. Oui. Puis comment sont les personnes âgées quand ils rentrent, mettons, puis quand ils ressortent? C'est quoi la différence que tu vois? Ah, le sourire. Ben, même en arrivant, déjà, ils savent c'est quoi l'activité. Déjà, il y a un beau sourire. Mais en repartant, là, le sourire est là, puis les yeux, l'illumination dans les yeux. Parce que cette activité-là, c'est des chansons qui leur rappellent beaucoup de souvenirs. Puis même, ils ont des demandes spéciales. Puis il y en a aussi que des fois, ils ont des problèmes de mémoire. La musique, ils n'ont pas aucun problème de mémoire. Tout leur revient. C'est beau à voir. Alors, puis ici, ça va être jusqu'à la fin novembre. Est-ce que tu vas les accompagner jusqu'à la fin novembre? Tu viens à chaque fois? Oui. Oui, je viens à chaque fois. Des fois, on peut faire des petits rigodons, une petite valse. Parce que oui, c'est bien beau d'écouter la musique, mais aussi, certaines personnes sont encore capables de danser, de se faire bouger. Puis, ben, c'est ça. Je leur prends la main, puis go, on danse et on s'amuse. Il faut vraiment que ce soit une activité de plaisir, d'amusement. D'oublier un peu tous les petits tracas. L'hiver s'en vient, ça nous réchauffe. Ils adorent ça. Merci beaucoup, Jacinthe. Ça fait plaisir. Tout le monde sait que l'on peut faire de merveilleuses trouvailles à la ressourcerie de la Matapédia, mais trop peu savent qu'une ressource est à notre disposition pour nous aider dans des démarches légales. Karine, est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi ton mandat ici? Mais dans le fond, moi, au niveau de la défense collective des droits, la défense collective des droits, c'est une approche qui vise la pleine reconnaissance et la pleine application des droits humains, qui couvre notamment des situations d'inégalité, d'exclusion, de détresse ou de vulnérabilité.
Nos interventions se font par le biais d'une action politique non partisane, de la mobilisation, de la représentation ou des ateliers d'éducation populaire. Justement, hier, à la ressourcerie de la Matapédia, c'était la journée Halloween, donc toute notre équipe de travail était déguisée pour recevoir les enfants. Et en même temps, j'en ai profité pour justement faire de la sensibilisation au niveau de la sécurité pour les enfants. Donc, puis on a donné des bonbons aussi là, aux enfants. C'est quoi tes services au juste, Karine? Bien, nous, dans le fond, on offre plusieurs services à la population, comme des ateliers, des cafés-rencontres, remplir des formulaires, que ce soit rédiger des lettres, des mises en demeure. Tous nos services sont offerts gratuitement à la population. Par contre, pour les rendez-vous, c'est préférable de téléphoner, là, c'est sur rendez-vous seulement. Et puis, on sert d'intermédiaire aussi au niveau de la régie des rentes, la sécurité du revenu, la sécurité de la vieillesse, l'assurance-emploi et la régie du logement. C'est quoi les autres activités qui s'en viennent? Mais dans le fond, pour le mois de novembre, j'ai ma journée porte ouverte. Donc, j'invite tout le monde à venir prendre un café avec moi. Ça va être le 18 novembre de 9h à 16h. Et puis, nous allons avoir aussi la parade de Noël. Pour le mois de décembre, nous allons avoir le Noël des enfants, comme l'année passée. C'est une activité pour laquelle on avait fait. Et puis, pour avoir plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de la ressourcerie de la Matapédia. On peut être au courant de tout ce qui se passe. Et puis, pour te joindre personnellement, c'est quoi tes coordonnées? Mais dans le fond, vous pouvez nous joindre au 418-629-6077. Nos bureaux, dans le fond, moi ici, c'est ouvert de 8h à midi et de 13h à 16h. Alors, merci beaucoup, Karine, et c'est toujours un plaisir de te voir. Bien, merci beaucoup. Maintenant, c'est une invitation à bouger pour tous les âges qui vous est offerte. Participez en grand nombre aux entraînements extérieurs avec Anne Bellavance-Roy, kinésiologue. De 12h15 à 12h45 les mardis à Amqui au centre récréo-culturel, les mercredis à Sébec au centre communautaire et les jeudis à Cozapscal dans le stationnement de l'Arena. Pour tout le mois de novembre, profitez-en. Le site Internet de la TVC Vallée de la Matapédia est désormais accessible sur vos téléphones intelligents, vos tablettes et votre ordinateur portable, où que vous soyez, à l'heure que vous le souhaitez. Visitez le www.tvcmatapedia.com pour accéder au magazine Bien branché, au Conseil de ville d'Amqui et à toutes nos émissions spéciales. Suivez-nous sur Facebook et YouTube pour voir ce qui se passe chez vous. Avant de terminer, j'ai deux invitations à vous transmettre. D'abord, vous êtes invités au CEMEC ce vendredi, le 4 novembre à 15h. Il s'agit d'une vidéoconférence de M. Alain Deneau ayant pour titre « Les paradis fiscaux et le démantèlement des services publics ». Et sur une note plus festive, le 5 novembre prochain, le souper chaud de Saint-Maux. Ce sera de retour. Évidemment, ce sera à Saint-Moïse, à la salle communautaire. Les billets sont en vente au bureau de poste et auprès des organisatrices. Avant d'acheter un produit, posez-vous les questions suivantes. L'emballage est-il nécessaire? Est-il réutilisable ou recyclable? Est-ce que ce produit est durable? Puis-je l'utiliser plus d'une fois? En réduisant les déchets à la source, on évite les coûts de gestion d'ordures inutiles et on assure un environnement plus sain pour les générations à venir. Plus d'informations sur le site Internet de votre MRC. Contactez-moi pour faire la promotion de vos nouvelles et événements et continuez de jouer en grand nombre au Télébingo tous les dimanches à 12h30. Cette semaine, c'est 1 000 $ pour la carte pleine. Bonne chance à tous et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.